Bonjour à tous, nouveau segment pour le Ciné Club. Aujourd'hui, on vous parle de Bonjour, un film de Yasujiro Ozu. Alors, cinéaste très connu, s'il en est, du cinéma japonais, et qui a les honneurs d'une rétrospective sur arte.tv. Donc vous allez avoir beaucoup de films de ce réalisateur qui sont disponibles sur la plateforme. Bonjour, c'est sans doute pas son film le plus connu. Je dirais peut-être que son film le plus connu serait sans doute Voyage à Tokyo, probablement. Et donc, Bonjour, c'est une réalisation un petit peu plus tardive dans la vie du réalisateur, euh, puisqu'en fait, il est mort relativement jeune, mais il a fait plus que 4 films après celui-ci. Petite fiche technique, donc à la réalisation, Yasujiro Ozu. Au scénario, nous avons Ozu et Kogo Noda, qui est un collaborateur régulier du réalisateur. À la production, donc faut savoir qu'au Japon, il y a quand même des grosses boîtes de production. La plus connue étant sans doute la Toho, et la deuxième plus connue étant sans doute Chochiku, je prononce sans doute très mal aussi, qui est la boîte des frères Otani. Et la Toho produisait Kurosawa, et donc Chochiku produisait Ozu. Pour faire un petit peu. Je ne sais pas s'il y avait vraiment une rivalité entre les deux, mais en tout cas, chacun était dans une écurie différente. À la photographie, nous avons Yuhari Atsuta, également un collaborateur régulier. Au montage, nous avons Yoshihashi Amamura, également un collaborateur régulier. À la musique, nous avons Toshiro Mayuzami, compositeur à la carrière assez étonnante, puisqu'il a aussi travaillé donc, chez Mizoguchi, chez Mikio Naruse, donc deux autres très grands réalisateurs japonais. Là, on les a quasiment tous cités, hein. Également chez Imamura, voilà, encore un qu'on n'avait pas cité. Et alors, plus étonnant, il a été nommé à l'Oscar de la meilleure musique de film, puisqu'il a collaboré avec John Huston sur le film qui s'appelle La Bible, et qui est basé sur la Bible. Voilà, donc il avait fait appel à un Étonnant. réalisateur japonais à l'époque, ce qui était. Ils avaient fait appel à un compositeur japonais à l'époque, ce qui était quand même assez rare. Au casting, alors vous allez voir, c'est un film quand même qui est avec principalement des enfants. Donc, les enfants sont Koji Shitara et Masahiko Shimazu. Masahiko Shimazu, que vous avez peut-être vu, alors si vous connaissez un peu Kurosawa, c'est l'enfant qui se fait enlever dans Entre le ciel et l'enfer, qui est un film de Kurosawa sur un enlèvement d'enfant. Et c'est lui. En fait, ils se trompent d'enfant, ils prennent l'enfant du chauffeur au lieu de l'enfant du riche. Voilà, c'est lui. Et après, il a fait d'autres films d'Ozu, notamment Herbe flottante et Dernier Caprice. Nous avons Keiji Sada, qui est l'acteur fétiche de Ozu, qui est quasiment dans tous ses films. Nous avons Yoshiko Kuga, nous avons Shishu Ryu, qui joue le père dans Voyage à Tokyo, et nous avons Kuniko Miyake, qui joue la fille dans Voyage à Tokyo. Voilà, donc ça c'était pour la petite fiche technique. Donc voilà, comme je l'ai dit, ça s'inscrit dans le cadre de la rétrospective Ozu. Et aussi, tous les films en couleur d'Ozu ont été récemment restaurés et sont ressortis au cinéma. Et après leur ressortie cinéma, donc Arte fait également une rétrospective. C'est son deuxième film en couleur uniquement. Donc on va voir quand même que dans le traitement de la couleur, il va y avoir quelque chose d'assez important, notamment ce rouge là qui apparaît dès le logo et qui va revenir dans des éléments du film assez marquants. C'est également une nouvelle chronique d'enfance pour le réalisateur qui avait déjà réalisé Ghost de Tokyo, qui a un scénario qui est assez proche. Et voilà, ce film-là, lui, va se situer dans la banlieue de Tokyo et non pas dans Tokyo même. Eh bien écoute, Nam, je vais te Oui. laisser nous faire le pitch au gré des images. Alors, c'est quoi la première image? Eh J'ai ben c'est peur. ça. La première image, c'est un pylône électrique. Ouais, trop Est-ce bien. que ce serait Euh, pas, est-ce que ce serait pas le Japon entre tradition et modernité? Oh, bravo, tu m'ôtes les mots de la bouche. Finalement, alors, blague à part, ce sera vraiment le sujet du film. Mais Oui. effectivement, donc on est dans cette espèce de ville Euh, en banlieue de Tokyo. Notamment parce que, si je dis pas de bêtises, ils ont construit la ville pour ce film, et la ville a volontairement des éléments des habitations traditionnelles japonaises et des éléments des habitations occidentales. C'est un espèce de mix des deux. Et donc là, c'est la première scène où on voit les enfants, et les enfants, ils ont un jeu qui est très rigolo, où ils mangent des pierres ponces pour pouvoir péter. Et donc le but, c'est quelqu'un te pousse sur le front et tu pètes en même temps. Ça a l'air hilarant. Voilà. Ah, il faut savoir que dans le film, il y aura beaucoup de blagues de paix, hein. C'est vrai Oui. que, alors, c'est quand même important de le signaler parce que c'est vrai que Ozu, c'est quand même un cinéaste, quand on le décrirait, on dirait, c'est un peu le cinéaste de la poésie, de l'analyse sociale japonaise. Voilà, c'est aussi, mais c'est quand même un cinéaste qui est capable de faire de la comédie poète-poète ou prout-prout dans le cas présent. Et voilà, Oui, donc parce c'est que pas du tout le cinéaste aussi sage qu'il est dépeint habituellement. non, et puis surtout, mais, dans ce film qui est bon, voilà, c'est sympa. Il va pas y avoir de drame absolument incroyable. Il va pas y avoir d'histoire non plus de absolument incroyable. On est sur un truc qui est voilà, très posé, qui est très tendre, mais il y aura quand même des constats sociaux qui vont être faits au fur et à mesure du film, euh,
qui vont être concernant notamment le fait de dire bonjour. Du coup, nos deux héros, donc c'est celui qui est de dos là et le petit qui est à gauche, qui sont deux frères, qui vont être ceux euh, qu'on suit le plus pendant le film. Et le petit est absolument adorable. Ah voilà, oui, je pense qu'on peut déjà le spoiler, on peut déjà le dire, c'est que quel acteur ce petit, hein, finalement. Non mais franchement, il est dans le film, il est incroyable, il est iconique, il est extrêmement drôle, il a une petite bouille, il est à la fois adorable et en même temps, on sent que il a sa personnalité. Et comme il y a toute cette histoire autour du fait qu'ils apprennent l'anglais, voilà, qu'ils vont chez un professeur d'anglais, puis ils quittent toutes les scènes en disant genre I love you, et puis en partant en courant, c'est vraiment trop. Il y a un aspect dans ce film qu'on voit assez souvent, qu'on peut rapprocher par exemple de ce que peut faire Wes Anderson, c'est-à-dire qu'on va avoir des visions très frontales qui vont être découpées notamment par les panneaux des maisons. Donc là, voilà, on voit bien les panneaux sur les côtés et tout, ce qui va aussi faire que les maisons vont avoir enfin, les images vont avoir tendance à avoir une perspective mais écrasée. Mhm. Comme s'il n'y avait pas de profondeur au final dans ton image, ce qui est une manière assez traditionnelle japonaise de montrer les choses. Parce que je vous rappelle que dans traditionnellement au Japon, ils utilisaient la perspective cavalière, qui est une perspective qui fait que c'est perspective en maths. Ce qui est loin et ce qui est devant fait la même taille. Voilà. Mhm. Donc on est sur un truc voilà, qui est plutôt qui est très écrasé. Et donc au fur et à mesure des plans qu'on va voir, vous verrez, souvent on est très de face. Par rapport à ce qui se passe et vous verrez jamais, non, je crois pas, un panneau qui sera de biais. Ils sont toujours de face. Ce qui va être renforcé par le fait que on est sur un format 4 tiers. Je pense que le choix est aussi fait parce que quand on est à l'intérieur d'une maison, finalement, ça sert à rien de filmer extrêmement large. Ce qui est intéressant, c'est d'arriver à trouver une composition avec des personnages à l'intérieur. Et comme c'est un film qui va beaucoup se dérouler en intérieur, puisque c'est aussi la vie du quartier, et nous on va se balader de maison en maison d'une certaine manière. Voilà, c'est un choix esthétique qui est assez cohérent et qui donne des compositions voilà, qui sont déjà très jolies. Hein. C'est fou comment avec quelques objets et quelques touches de couleur, puisque alors, je parlais de la couleur et je parlais du rouge, donc là on a cette nappe rouge au milieu et ce bol un peu rose sur le côté. Voilà, directement ça attire l'œil et ça crée une composition dans laquelle il y a des contrastes. Et donc en fait quand on regarde le film, on a l'œil qui va se balader sans cesse entre le décor et le sujet, quoi. Je trouve que ça renforce aussi beaucoup cette impression qu'on a dans le film. Peut-être que je reviendrai dessus un peu plus tard, mais donc, on te disait tout à l'heure, enfin, le décor, enfin, les maisons ont été construites spécialement pour le film. Je trouve que ça se sent beaucoup. Et il y a ce côté, voilà, avec ce petit quartier, avec toutes ces maisons qui sont presque collées les unes aux autres, où tu passes chez le voisin presque comme tu rentrerais dans ton salon. Avec du coup, voilà, cette idée de la vie de voisinage, un peu où tout le monde est un peu les uns sur les autres, s'épie un peu les uns les autres. Et je trouve que ça renforce ça, en fait, d'avoir ces plans qui sont, en fait, finalement, comme t'as pas vraiment de perspective, c'est plus compliqué de vraiment prendre la mesure des lieux, de savoir où tu es, chez qui tu es. Il y a d'ailleurs un personnage à un moment qui se trompe de maison. On est vraiment dans ce côté interchangeable de cet environnement. Là, on revoit encore du rouge, hein, les chaussons, la lampe. Au fond, cette affiche là que j'avais pas vue, qui a l'air d'être écrite en français. Tiens, ça m'intrigue un peu. Et d'ailleurs, voilà, déjà entre les deux intérieurs, on peut voir que c'est pas du tout la même décoration. Ouais, Si tu peux revenir vite fait sur l'image d'avant ouais. pour Fais des comparer. petits switch. Sur l'image d'avant, on peut voir voilà, par exemple, que en fait, la nappe rouge, c'est les tables chauffantes japonaises dont ils sont utilisées. Les kotatsu. C'est ça, on voit qu'il y a les pose-culs, les coussins sur lesquels ils peuvent s'asseoir. On peut voir l'espèce de grosse bassine derrière. Voilà, on est quand même sur un intérieur qui est plutôt traditionnel. Si on va sur l'autre image, on peut voir qu'ils sont assis, si je dis pas de bêtises, à même le sol, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas les coussins traditionnels pour s'asseoir. On peut voir il y a une lampe, enfin deux lampes qui sont plutôt occidentales, des rideaux que n'avait pas la maison d'avant, une télévision, et on peut voir également que la dame est habillée. En fait, c'est la ménagère chez elle. Hein, elle a son peignoir, ses chaussons, voilà, on est sur une intérieur qui est beaucoup plus occidentalisé Ce poster qui a l'air d'être d'un film français Bah ouais, ouais, c'est ça. les à arts. analyser. Les anges, à voir. C'est votre défi si vous regardez le replay sur YouTube. Le premier en commentaire, eh ben, je lui dirai bravo, celui qui trouve. Alors cette télévision qui va avoir une grande importance, puisque les enfants du quartier finalement vont... Alors il n'y a pas des télévisions dans toutes les maisons comme tu l'as dit. En fait les enfants du quartier vont se réunir pour aller voir les matchs de sumo sur la nouvelle télé, quoi.
Ce qui Et d'ailleurs, voilà, on parlait entre tradition et modernité, c'est ouais, vraiment ça, hein. Il n'y a pas plus traditionnel que le sumo, et en même temps, il n'y a pas plus moderne que la télévision pour l'époque. exactement. Donc voilà, on est vraiment sur l'entre-deux, encore une fois. Désolé Lila, hein. Et nos deux frères, donc maintenant qui ont le même pull, hein, donc on les identifie bien comme frères, eux veulent une télévision pour pouvoir regarder le sumo. Et que vont-ils faire Je pour l'ai. l'obtenir? Ah, t'as le film? C'est Les Amants, sorti en 1958. Voilà. Bravo. Et bah du coup c'est Nam que je félicite. Ouais. Tant pis pour vous, hein, vous aviez qu'à être plus rapide en commentaire, hein. La vidéo n'est même pas postée à ce stade, mais oui, donc nos deux frères veulent une télé pour regarder le sumo. Et que vont-ils faire pour obtenir cette télé? Ils vont faire vœu de silence. Voilà, la grève de la parole. Alors, sachant qu'à ce moment-là du film, il y a déjà eu un problème en parallèle, Mhm. qui est une histoire d'argent, association, je crois, du quartier, qui a disparu. Et tu vas suivre plusieurs personnages qui vont se parler entre eux pour dire tu crois pas que machin elle l'a volé, je crois que machin elle l'a volé, et t'as tout un truc qui se monte en épingle, alors qu'en fait c'est juste il y en a une qui a oublié juste de déposer le truc et qui a pas pensé, et voilà. Donc Et c'était d'ailleurs, tu déjà vas un avoir donc problème. un parallèle entre le monde des adultes où la rumeur se propage et le monde C'est des ça. enfants où le silence se propage, à l'inverse, en protestation, quoi. Sachant que dans les deux cas, c'est un problème de communication, ouais. Mhm. Parce que voilà, ça a posé problème. Et on va remarquer que le fait qu'ils disent pas bonjour, parce qu'en fait, à ce moment-là du film, l'histoire de l'argent est déjà réglée. Mhm. Mais le fait qu'ils disent pas bonjour, il y a même aux gens de la ville et tout, il y en a qui se disent tu crois pas que leur mère, elle leur a dit de pas me répondre à cause de l'histoire de l'argent ou je sais pas quoi. Et ça recrée, ça rebalance de l'huile sur le feu, Ça recrée alors qu'en du fait, ça n'a drama. rien à voir. C'est intéressant parce qu'en fait, alors pourquoi ils ont décidé de faire vœu de silence? Parce que bah, ils sont en train d'insister auprès de leurs parents, de leur père, pour qu'ils achètent une télé et que leur père leur reproche de parler pour ne rien dire, enfin pour faire du bruit pour rien. Et eux, du coup, s'érigent en protestation en disant, mais les adultes, ils passent leur temps à dire bonjour, comment, enfin, il fait beau aujourd'hui, etc. Ils passent leur temps à parler pour rien, donc nous, on va plus parler du tout. Et en fait, on se rend vraiment compte. Il y a un personnage qui dit un peu plus tard dans le film, justement, que c'est bonjour, comment ça va, etc. C'est en lubrifiant social. Et ça l'illustre parfaitement parce que eux, à ce moment-là où ils décident de se passer de ce lubrifiant, le fait que justement bah, ils disent pas bonjour, c'est interprété comme une preuve d'adversivité, enfin d'une preuve De d'une subversion. rancune qui serait voilà. Et du coup, en fait, ça illustre ça en fait, le fait que leur protestation justement montre bien l'utilité de cette parole qui quelque part dans leur communauté de gamins, quand je pense ce rôle de fluidifiant social est un petit peu tenu par le rôle d'épée. Euh, Oui. Ah oui, Parce oui. que, et d'ailleurs, il y a celui qui n'y arrive pas parce qu'il a la diarrhée. Oui, il se Euh, chie dessus. On a dit que c'est un film intelligent ou pas? Très intelligent. Et pareil, enfin, lui se sent un petit peu exclu parce qu'il n'arrive pas à péter sur commande comme les autres. Donc finalement, c'est un langage. Enfin, eux ont remplacé finalement euh, Traditionnel. les rituels oraux par Mhm. des rituels. Ah non, bref, oui, Olfactif. ce Des type rituels de olfactifs. voilà. Donc le film va aussi montrer plusieurs choses. Notamment, il va montrer comment l'irruption de matériel moderne va bouleverser la société, c'est-à-dire comment en fait finalement les conditions matérielles d'existence façonnent la société, et va aussi dialectiser pour montrer que finalement la société traditionnelle a ses vertus mais aussi ses inconvénients, et que la société qui émerge a également ses vertus et ses inconvénients, donc il va Ah dialectiser oui. les deux en parallèle, quoi, à travers à la fois les histoires des parents et à la fois les histoires des enfants. Donc voilà le petit dont on parlait, qui même quand il est vexé et fait la tête, est absolument adorable. C'est-à-dire que c'est l'image, ou c'est à peu près une des images qui est utilisée pour l'affiche. Ouais, Et c'est qui était très sympa. bah là Donc, l'affiche, c'est vrai que j'ai mis l'affiche gamin, de la ressortie où on voit la mer avec les deux petits qui sont allongés devant. Mais effectivement, sur toutes les vignettes, c'est souvent lui qui est utilisé et j'ai d'autres images de lui après. Donc oui. voilà, on va aussi nous montrer beaucoup d'éléments de quotidienneté, de montrer finalement comment les gens vivent. Donc rendre hommage aux ancêtres, aller chercher les courses, ce genre de choses. Des choses qui peuvent apparaître assez triviales, mais qui donnent vraiment euh, le sentiment qu'on comprend comment vivent les gens dans cette communauté-là.
C'est ça. Et c'est vrai que ça fait, c'est bien aussi, je trouve, des films un peu, oui, trivial, enfin Mm. triviaux. Je sais pas. Aussi parce que bah, c'est aussi une société qui nous est étrangère, plus ou moins selon les personnes. Je te salue, Lila. Euh, mais surtout, c'est un film qui, oui, bah, qui nous permet de nous montrer, enfin, qui est aussi représentant d'une vie à une certaine époque. Alors, vie qui est quand même fantasmée, ça reste de la mise en scène, ça reste comment, une fiction et tout. Mais vu qu'il y a aussi le commentaire sur cette société aussi, ça te montre, oui, bah, ça peut te donner une idée plutôt précise ce à quoi ça pouvait ressembler. Et je trouve ça très intéressant. Ah, on passe à la suite. Donc en fait, ce qu'on a dit, c'est qu'on va suivre à la fois donc, les histoires des enfants et les histoires des adultes. Les histoires des enfants sont quand même pour moi, alors quand j'ai vu le film, c'est quand même ce qui m'a intéressé le plus, parce que c'est là Oui, où il y a le plus, il y a une sorte d'espèce, il y a tout de suite un sentiment d'aventure, quoi. Quand les enfants déjà ils font 3 mètres tout seuls dans la rue et qu'ils vont dans des endroits, déjà il y a une espèce de souffle d'aventure, alors que chez les adultes, forcément, on est ancré plus dans bah, là, des petites mesquineries et plus des problèmes du quotidien. Un côté un petit peu plus social marqué, un côté un peu plus sérieux même tout simplement, oui. qui fait que moi, en tout cas à titre personnel, j'étais peut-être moins intéressé par les parties des adultes. À noter Il y aussi a, que pour la musique du film, c'est pareil, il y a aussi un petit peu cette dichotomie entre les parties avec les enfants et les adultes. Et avec les enfants, la musique c'est une musique extrêmement enfantine, peut-être un peu cliché et agaçante par moment, mais en tout cas, voilà. Tout ça pour dire qu'il y a une espèce de, à la fois, il y a un lien esthétique entre les deux, mais à la fois, il y a quelques éléments qui séparent les choses. Je me suis fait la réflexion parce que il y a une thématique, mais qui finalement n'est pas tellement traitée que ça, hein, la thématique de l'influence de la télé chez les jeunes, mais à peu près la même. Au premier moment, ils ont lancé la rétrospective aux œufs sur Arte. Ils avaient aussi lancé une rétrospective sur Jean-Pierre Mocky, où il y avait notamment le film La Grande Lessive, qui raconte globalement le combat d'un professeur pour brouiller la télévision de tous ses élèves parce que ils regardent la télé trop tard le soir et après ils dorment pendant les cours. Donc un petit peu aussi la façon dont l'irruption de la télévision dans le quotidien et particulièrement dans celui des enfants est sur le point de bah, oui, voilà, changer tout en paradigme social. Et alors là, avec dans le film de Moki, vraiment un impact sur leurs résultats scolaires, mais là, on voit que c'est aussi, dans le film d'Ozu, un impact vraiment sur les modes de sociabilisation, avec ces enfants finalement qui se rassemblent autour de la télévision de ce couple américanisé, en tout cas. Et je me suis fait la réflexion, en fait, comme j'avais un petit peu déjà ça en tête, en écoutant le film, je me suis dit, en fait, c'est une musique que j'aurais tout à fait pu entendre dans un film de Moki, justement. Hmm. Enfin, en tout cas, dans la partie un peu plus, justement, dans la partie un peu plus comique de sa carrière, etc. Je trouve qu'il y a quelque chose de complètement, quelque chose qui traverse le temps et les continents dans le côté justement enfantin de cette musique, Hmm. qui fait qu'on s'y connecte en fait finalement automatiquement. Enfin, je trouve que émotionnellement, ça évoque tout de suite quelque chose Ouais, de très familier. je suis d'accord. euh, avec les adultes, moi, il y a quand même une des histoires qui, moi, m'a un peu intéressé. C'est qu'en fait, dans la ville, il y a deux célibataires, un homme et une femme, et au fur et à mesure des discussions entre les gens, tu comprends que voilà, les deux, ils s'intéressent à l'autre, mais aucun ne fait le premier pas. Et ils sont pas capables de se le dire. Et t'as une scène, bah, vers la fin du film, je sais pas si on aura l'image, où il y a une scène qui est absolument incroyable, où les deux se retrouvent sur le quai d'une voie, et ils se balancent, mais les pires banalités, pour au final ne rien dire. Et bah, ça avancera jamais, parce que en fait, bah, c'est le côté de lubrifiant social, où des fois, ça lubrifie tellement que tu peux pas, même Connecté. pas passer au travers. Hmm, je vois ce que Et, tu veux dire. ça va créer une distance entre les deux qui pourront pas combler, même s'ils en ont envie, en fait. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'ils bouclent. Enfin, en fait, c'est ça va, il fait beau, etc. Ils font toute une discussion sur un nuage, et puis après, ça revient à ça va, il fait beau. Et quelque part, je trouve que tout est dit finalement dans ce fait de revenir au point départ qui est j'ai envie de continuer à parler. L'intention, elle est là. Mm. J'ai envie de continuer à être en contact avec toi. Je n'y arrive pas. Je ne sais pas comment sortir justement de tout ce processus. Mais quelque part, en rendant manifeste en fait le fait qu'il est bloqué dedans, je trouve que ça transmet quand même son intention. Et moi, j'ai le sentiment que ça ouvre peut-être à autre chose, tu vois, derrière. Voilà, parce que parfois, quand on voit la gêne ressentie par quelqu'un d'autre, on Mm. comprend, enfin voilà, en tout cas, ça donne des indices sur la source de cette gêne. Ouais, mais ils sont japonais, ça va durer 15 ans comme ça, et Oui, voilà ça, quoi. c'est bien possible.
Donc voilà, les négociations vont bon train avec le père. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que cette histoire des enfants qui se mettent à se taire et à ne plus dire bonjour, ça arrive quand même assez tardivement dans le film. L'introduction est quand même assez longue. Et moi, j'avais noté que ça apparaissait quand même à partir de quasiment 40 minutes de film. Voilà, ce qu'on peut voir aussi, donc voilà, un petit plan de cette ville, on voit qu'elle est un petit peu dans une cuvette et on voit les gens marcher au-dessus. Comme tu disais, il y a un petit côté Wes Anderson dans le côté un petit peu à la fois composition millimétrée et des grands découpages de plans comme ça. Voilà, ça c'est un petit peu le contre-champ, on pourrait dire. Et voilà, donc l'enfant refuse, donc ça c'est aussi l'image qu'on voit sur les vignettes et les affiches du film, l'enfant Oui. refuse de répondre en classe. Donc là, vraiment, on est dans la rébellion la plus totale, quoi. Alors évidemment, Mais quel monstre à euh, enfermer! sachant qu'il y aura une différence entre le grand frère et le petit frère, c'est-à-dire que le grand frère, tout de suite, on va prendre ça pour un acte de rébellion, et le petit, ça va quand même, ils vont moins comprendre ce qui se passe, quoi. Ils vont se dire, bon, il a sans doute une bonne raison de faire ça, on sait pas trop pourquoi, quoi. Voilà, donc C'est rigolo ce petit jeu entre le grand frère et le petit frère, parce que clairement, le petit frère, enfin, il suit parce que c'est son grand frère qui lui a dit et qui fait tout pareil que son grand hmm. frère, mais François il propose des gâteaux, il est là, vraiment, t'es sûr qu'on peut pas rompre ça? Et pareil en classe, tu vois, parce que c'est ce signe, c'est ce signe qu'il fait avec son frère pour dire, voilà, on fait une pause dans Hmm. notre grève de la parole, et il est là en classe et il fait juste ce signe. Son frère est pas là pour lui dire, c'est bon, Ouais. tu peux parler, mais tu sens il est en détresse, hein, Oui, oui, oui. il veut sortir de cette situation, mais en même temps, il faut qu'il reste fidèle à son vœu. Voilà, c'est ça. C'est bah, ce qui donne encore le côté très mignon du personnage qui est tout petit Mm. mais qui est très obstiné et très dédié à son combat. Voilà, ça, je crois que c'est la jeune femme dont tu parlais, hein, qui est dans l'intrigue amoureuse. Voilà, Je ciré crois bien, rouge. oui. Derrière, paire de skis rouges. Encore une fois, hein, vraiment, l'idée de mettre des couleurs et des Mais éléments même flashy. la nappe à droite, enfin, ou le rideau à Ouais. droite, qui est un motif bah, occidental, hein, les carreaux comme ça, c'est pas du tout. Complètement, ouais. Et voilà, bonne nouvelle, qu'est-ce qui est arrivé La dans le télé! couloir? Il y a le carton de la télé, les parents ont cédé. Donc finalement, la rébellion, ça fonctionne, quoi. Hein. Bah ouais. Faut avoir soit des tracteurs, soit être un enfant japonais. Ouais, Et donc c'est pour voilà. rendre service aussi à leur ami retraité, parce que le film l'évoque vraiment en pointillé, en opposition au monde des enfants, celui des retraités qui sont un peu mis au banc de la société, qui n'ont pas assez de retraite pour vivre. Là, en l'occurrence, c'est le petit vieux d'à côté qui, du coup, est devenu représentant dans une boutique d'électronique, alors qu'il est à la retraite, mais parce que voilà, il n'a pas assez pour vivre. Et il y en a une autre qui a cette relation un peu ambivalente avec sa mère, qui en même temps, cette mère, elle est très pratique parce que elle a un sale caractère, elle fait fuir les colporteurs, mais en même temps, c'est il y a un peu de temps qu'elle pète l'arme à gauche quand même, hein, donc, Le petit va-t-il célébrer cette victoire en faisant du hula hoop avec grand talent? Et évidemment, alors c'est une scène qui est assez longue et on le voit juste manifester sa joie avec du hula hoop. Enfin, idée de mise en scène absolument géniale. En plus, on sait que, bon, voilà, diriger des enfants, c'est quand même relativement difficile, même quand ils ont une nature, etc. Ce qui fait que avoir trouvé comme ça des artifices de mise en scène où finalement on leur demande de faire des choses relativement simples pour évoquer des sentiments plus profonds, bah voilà, c'est une très très bonne idée. Et ça, c'est une scène pour moi qui est très marquante, en tout cas, dans le film. Pendant je ce pense qu'on devrait temps-là, voir ça plus souvent. Les personnages qui font du hula hoop pour dire qu'ils sont contents. exactement, je pense que ça devrait être normalisé dans tous les films. Exactement. Notre personnage de Peter Diarrheic au début du film, lui, on voit que le hula hoop est accroché, car chez lui, c'est pas la joie, car il continue à salir ses caleçons. Néanmoins, Oui. est arrivé quelque chose dans sa maison, c'est la machine à laver. Et le film va se terminer sur ce plan détente de linge qui m'a beaucoup intrigué. Figurez-vous que j'ai fait des recherches. Parce que je me suis dit, mais pourquoi ça finit sur l'étente à linge? Alors j'ai vu des petites analyses, parce que Ozu, c'est quand même un cinéaste qui a été très documenté, même dans des travaux universitaires, etc. C'est considéré comme un grand réalisateur. Et donc j'avais vu une théorie qui était intéressante qui disait que euh, finalement, le vêtement qui sèche, c'est la transition d'un état à un autre, de l'humide au sec. Et donc du coup, ça va en parallèle avec cette transition entre la société traditionnelle et la société moderne. Et, euh, et aussi, voilà, je pense que c'est bon, c'est un motif de quotidienneté, effectivement aussi. Donc voilà, on termine sur un plan qui est à l'image du film et à l'image de ces thèmes. Il y a aussi un Bon, truc là, visuellement, entre
les poteaux qui tiennent le linge et les pylônes électriques derrière, Ouais, avec les câbles et tout. Il y a vraiment un truc. Oui. Et au-delà de ça, c'est qu'elles sont au premier rang, qui sont très blancs, enfin, ouais, enfin, des couleurs très neutres. Et puis derrière, trois couleurs vives, hein, le rouge, le jaune, le vert. T'as un peu l'impression que voilà. Bon, et puis bien sûr, les caleçons qui nous évoquent évidemment toutes ces tâches malencontreuses dans ces concours de paix. exactement. Qu'est-ce que je peux dire en conclusion? Est-ce que tu as aimé ou Tu pas? me prends un Est-ce peu au que tu débeauté. recommandes? Non, mais je n'ai pas forcément grand-chose à développer. Alors, il faut savoir que malgré ma connaissance plutôt honorable, je pense, de la culture du cinéma japonais, Ozu n'est pas un réalisateur que je connais particulièrement parce que, en fait, alors, j'ai pas vu Voyage à Tokyo. Je te recommande. Je vais faire la rétrospective pour le faire, mais en fait, j'ai tendance à un petit peu confondre tous ces films. Hmm. Je sais que j'en ai vu un certain nombre, mais je suis incapable de dire ce qui se passe dans lequel, parce qu'il y a beaucoup ce côté de la quotidienneté, en fait, et des problèmes sociaux, mais qui sont, même s'ils traitent des choses un petit peu différentes dans chaque film, mais je trouve, enfin, moi, je retrouve un petit peu toujours la même ambiance. Et là, c'est vrai que c'est un film qui est assez rafraîchissant, justement, du fait d'avoir ces personnages d'enfants un petit peu espiègles, voilà, et puis même le côté très cancan de toutes les femmes de l'association voilà, des femmes du quartier. Il y a un côté, oui, quelque part beaucoup plus trivial que dans la plupart des autres films. Mais je trouve que justement, ça fait ressortir un autre aspect de lui, de sa carrière. Ça sort en fait du carcan très académique, parce que c'est ça en fait. Hein, il y a l'image qui est attachée à Ozu, elle est très académique, très littéraire. Ozu, voilà. Alors, on sent que c'est du Ozu, hein. Il y a la même façon de filmer, avec les faces caméra, avec les surcadrages, etc. C'est complètement sa patte. Y compris voilà, dans tout ce que ça peut raconter justement des problématiques sociales et des enjeux assez larges en fait hein, derrière cette petite histoire. Mais voilà, effectivement, c'est abordé d'une manière beaucoup plus légère qui, moi, j'aime bien voilà, découvrir cet aspect là un petit peu plus décalé d'Ozu par rapport au film un peu plus académique que j'avais vu de lui jusqu'à présent. Très, très, très bonne conclusion, je pense. Nam, tu veux ajouter quelque chose? J'ajoute que ouais, c'est un film plutôt léger, mais quand même très intéressant, devant lequel on s'ennuie pas. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais C'est assez court, hein, on peut le dire aussi. oui, c'est ça. C'est Faut un quand même film que. qui pourrait plaire à des enfants. Oui, Au-delà du fait quand même qu'il est sous-titré, donc ça demande quand même de savoir lire, je pense. Je sais pas s'il y a une version française, je suis pas sûr. En tout cas sur ah, Arte, je pense pas. non. Mais en tout cas, c'est un film qui peut être montré par exemple dans une classe de, je sais pas, CM1, CM2 sans aucun problème, quoi. Et ouais, genre un petit film un peu léger, comme tu disais, voilà, c'est. Ozu, normalement, ça fait partie des gros morceaux, hein, Hmm. c'est les réalisateurs classiques, etc. Mais et puis bah voilà, heureusement que voilà, Ozu était pas un mec chiant quand même, classique mais pas chiant. Et non, et voilà, ce film est très sympathique, franchement, bah, je vous recommande. Bah, moi, Je je sais vous pas le si ça vous recommande aussi, et je vous le recommande en duo avec Voyage à Tokyo. Ça vous permettra effectivement, si vous connaissez pas ce réalisateur, de découvrir deux versants de son cinéma, et pourquoi pas peut-être après d'aller plus loin. Pour ma part, dans le film, j'ai surtout été intéressé par la partie plus sur les enfants. Je trouve que la partie plus sur les adultes était moins dans le ton que j'appréciais. Je trouve qu'il l'a trouvé un petit peu moins rafraîchissante. Néanmoins, je trouve que c'est un film que vraiment j'ai suivi avec plaisir. C'est un film qui quand même a un savoir-faire de mise en scène euh, vraiment très délicat, avec vraiment beaucoup d'idées à travers tout le film. Et aussi en termes de photographie, enfin rien que se balader dans cette espèce de village comme ça reconstitué, Mm. tous les plans sont très beaux, quoi. Là j'en ai mis quelques-uns, vraiment tous les plans sont très travaillés, très millimétrés. Il y a une certaine artificialité qui parfois s'en dégage, mais en même temps, moi ça m'a pas du tout dérangé dans le film, et au contraire ça permet de faire ressortir un petit peu les sujets humains à l'intérieur, j'ai trouvé. Et donc voilà, de toute façon, effectivement, quand on choisit un film de ciné-club, on essaie toujours de prendre des films qui sont, en tout cas, qu'on pense qu'ils seront plutôt bien, mais là, effectivement, c'est plutôt une bonne pioche. Et n'hésitez pas, c'est aussi un film, on peut le dire, je pense, même si c'est un très grand réalisateur, c'est un film très accessible. Donc si vous avez Oui. peur de vous frotter à un très grand réalisateur, bah, vous pouvez y aller avec un film très accessible. Est-ce que nous avons des traditionnelles recommandations à faire pour aller plus loin après Bonjour de Ozu? Oui, c'est bon, je l'ai trouvé. Ah, vas-y, Nam, commence. Mais du coup, je suis allé chercher genre là-bas, machin et tout. Il Ah oui, était en bah, face. dans tes 75 pièces, bah oui, On a vu, on a vu. Du coup, je vais vous proposer un film japonais également, qui a également pour thématique le langage, même si ce langage va être différent.
Il s'agit de Vers la lumière de Naomi Kawase. Également un film, je sais pas si vous avez déjà vu les films de Naomi Kawase, mais c'est également extrêmement tendre comme univers. Voilà. C'est une romance entre une fille qui fait vous savez, les doublages pour sourds et malentendants, et Un aveugle? un ancien photographe qui devient aveugle. C'est ça. Et je trouve que ce film est très intéressant parce qu'il va te poser la question de l'adaptation pour quelqu'un qui ne voit pas. Et il y a certaines scènes, et du coup le film va aussi te poser, en posant cette question, il y a pas mal de scènes où quand tu vois le film la première fois, moi je me suis posé la question de comment cette scène-là, je la décrirais. Bon, c'est le truc à la con, mais par exemple, il y a une scène où tu as juste une voiture sur une route de montagne. Il y a une scène où tu as des... tu sais, c'est pas des rideaux, c'est des trucs en métal à des stores. Où tu as quelqu'un juste qui passe sa main sur des stores. Et du coup, tu vois ces scènes-là, et donc, quand tu le regardes, bon bah voilà, ça pose pas de problème, c'est un film, c'est normal. Mais vu qu'il pose la question de l'adaptation, il s'avère que ce film m'a invité, enfin il l'a pas fait directement, c'est moi qui me suis chauffé pour le faire, à le regarder en audio-description. Du coup, à écouter le film, sachant que j'avais déjà une certaine idée parce que je l'avais vu, mais faire cette expérience m'a montré qu'il y a une passage au début du film qui marche que en audio-description et qui marche pas quand tu le regardes, où en fait c'est justement une question par rapport à l'adaptation d'une image en description, où tu vois le truc qui est lu par-dessus, tu fais ok, bon, et t'as les personnages qui vont dire ouais, mais pardon, tu parles de tel truc, je sais pas à quoi ça correspond. Il s'avère que quand tu regardes le film normalement, ça te choque pas, enfin quand tu le vois, ça choque pas. Quand tu l'écoutes, en effet, il y a un moment, tu te représentes les choses et tout, et il y a un moment, ça marche plus. Tu sais pas de quoi on te parle visuellement, et du coup, ça permet de vraiment de te projeter dans cette problématique. Et j'ai trouvé ça très intéressant à faire comme expérience. Vers la lumière, c'est à voir, c'est à écouter, c'est vachement bien. Film que je recommande également, comme tout le cinéma de Naomi Kawase. Petit bémol, elle fait pas des films très doux en général, hein. C'est sans doute son seul film, ou un de ses seuls films où c'est assez nimbé de lumière et positif. Moi, j'ai des souvenirs de Anezu, La forêt de Mogari, des trucs un peu vénères quand même, hein. Oh, il y avait comment il s'appelait, le goût du saké, je crois. Non, c'était Ouais, les délices de Tokyo. Les délices de Tokyo, ouais, Oui, si, ça qui va, était mais très toi, sympa. t'as vu les films mignons de Kawase. Lila et moi, nous, on a fait le Vietnam avec Kawase. On a vu des trucs, avec Juliette Ah, et Binoche, puis, nous. Je suis arrivé dans la bonne période alors. attends, Anne, enfin, les délices de Tokyo, c'est quand même une gamine qui est délaissée par ses parents, un gars qui sort de prison et une vieille qui a la lettre. C'est vrai. Mais ils font des gâteaux ensemble, donc. En revanche, là, on peut la rapprocher de Ozu. Il y a quand même un regard sur la société qui est très important. Elle a un passé de documentariste qui fait qu'elle aussi va énormément s'intéresser à la quotidienneté, à des choses comme le travail. Du coup, merci pour cette reco. Lila, à toi. Bah, du coup, moi, je vais revenir en France, hein, puis j'en ai parlé tout à l'heure, le film La Grande Lessive de Jean-Pierre Mocky, Ouais. sur justement, mais là, pour le coup, on traite plus frontalement cette problématique de l'arrivée de la télé dans la société. C'est très drôle, il y a Bourvil dans le rôle titre déjà, voilà, ça place un petit peu le ton du film. On retrouve Francis Blanche, Jean Poiret. On est en quelle année? On est en 68. Moi, c'est par ce film, non, c'est pas par ce film que j'ai découvert Mokim, c'est un des premiers films que j'ai vu de lui. Ce qui fait que j'en avais, je crois que le premier que j'ai vu de lui, c'est Les Compagnons de la Marguerite. Très chouette film aussi sur un type comédie sur un type qui vient contrefait des actes de mariage, de divorce, etc., pour permettre à tout le monde de divorcer et se remarier gratuitement et rapidement. Donc voilà, moi j'avais beaucoup cette vision très fantasque de Moki, qui est très bien incarné dans La Grande Lessive, qui fait partie de ses films les plus connus. J'ai découvert plus tard le côté un peu plus sérieux qu'on peut avoir de sa carrière. C'est aussi un réalisateur très éclectique, que je trouve très intéressant. Même si pour le coup, je trouve que certains films qu'il a fait au début de sa carrière ne passeraient plus très bien aujourd'hui, notamment eu égard au traitement des femmes dans ses films. Mais pour le coup, La Grande Lessive, ça, il n'y a pas de souci, c'est intemporel, c'est transgénérationnel, il y a un côté un peu slapstick, c'est léger, et voilà, enfin, beaucoup des histoires de gens qui passent par des portes pendant que, enfin, voilà, il y a un côté théâtre de boulevard, enfin, un côté presque vaudevillesque, c'est ça, vaudevillesque que je trouve très tendre, voilà, et je le recommande. Alors Lila,
qui est tellement forte que si vous voulez voir le film La Grande Lessive, il est dispo sur Arte et je mettrai également le lien dans la description. Et Ah, voilà, ben non, voilà. non, mais Lila, elle est un cran au-dessus de nous, quoi. C'est-à-dire, elle a compris le concept. Elle est Et, dans le futur. mais voilà, Elle est elle pas fait dans ce le qu'on doit game, elle faire. le survole. Bah oui, oui, oui. Bon, ce qu'il faut dire aussi, c'est que Lila consulte beaucoup arte.tv, surtout ces derniers temps, je crois. Hein, t'as été pas mal dessus, hein, j'ai l'impression. Oui, bah, surtout que j'ai eu un petit mois d'ordinateur en réparation, Ah, donc voilà. on se console comme on peut. Ouais, Alors, mais de toute manière, Arte, c'est une bonne programmation. Je regarde aussi beaucoup les séries qui passent sur Arte. hmm, Ils ont des productions originales qui sont très intéressantes, donc enfin, je ne peux que recommander à peu près tout ce qui est trouvable sur cette oui, oui. plateforme. Éditorialement, la qualité est dingue. Oui, ce qui est dispo sur Arte est toujours un minimum intéressant, effectivement. Ouais. Moi, pour Marocco, je nous ramène en France aussi, avec une histoire d'enfance très colorée et aussi qui doit dater à peu près de la même époque. C'est peut-être un petit peu plus tardif, mais c'est Zazie dans le métro de Louis Malle, qui est un film qui, moi de loin, je pensais que c'était une histoire d'enfance un peu quelconque. Et en fait, c'est un film complètement barré, complètement zinzin, avec une mise en scène absolument grandiose. Si vous voulez voir Noiret s'accrocher à la Tour Eiffel, quoi, carrément, voilà, vous pouvez aller voir ce film, qui est un film vraiment, alors pas du tout, du coup, pas vraiment sur l'analyse sociale, même si quand même, alors on est dans un contexte plus urbain, mais on va mettre aussi en avant des éléments de modernité dans le film. Euh, et voilà, donc c'est un film qui est extrêmement entraînant, extrêmement joyeux, beaucoup de bonheur. Et j'ai ressenti un petit peu la même chose qu'en voyant Bonjour, en regardant Zazie dans le métro. Donc voilà, c'est Marocco. Si vous avez regardé ce Ciné-Club sur YouTube, eh bien merci beaucoup d'être arrivé jusqu'au bout. N'hésitez pas à en parler autour de vous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et tout ça. Vous pouvez également nous suggérer des films. Voilà, vous avez nos contacts vers les réseaux sociaux dans la description de la vidéo. Et merci à tous, bye bye.